Bonjour. Euh, je pense que le webinaire a donc démarré et donc je vais avoir la charge de vous accueillir. Plus exactement, ce n'est pas une charge, c'est un plaisir. Nous sommes très très nombreux, si j'ai bien compris, enregistrés. Je préside la Commission nationale de l'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies en santé. Je suis accompagnée par Corinne Collignon, qui est chef de la mission numérique en santé à la Haute Autorité de Santé, et Hubert Galmich, qui est chef du service de l'évaluation des dispositifs médicaux à la Haute Autorité de Santé. Alors, 1990, personne n'avait entendu parler d'Internet. 1996, les premiers smartphones publics. Et aujourd'hui, bien évidemment, l'intelligence artificielle prolonge ces développements informatiques. Tous les outils numériques modifient notre monde, ils transforment notre société, ce qui, au passage, évidemment, n'est pas sans poser de questions éthiques, géopolitiques, sociétales. On en convient tous, mais en tout cas, une évidence, on l'a bien vu, chacun d'entre nous dans notre mode privé, mais l'usage progresse. C'est le sens de l'histoire, c'est ce que je pense vraiment avec conviction. Et donc, du coup, en santé, cette même dynamique est en cours. Et bien sûr, la puissance informatique et la diminution du coût du stockage des données n'est évidemment pas pour rien. Dès lors, comment entrer dans le système de santé français, donc avec un remboursement? C'est l'objet de ce webinaire, car il existe des solutions. Souvent, j'entends dire que l'herbe est plus verte ailleurs qu'en France. Écoutez, à chacun d'entre nous d'en juger, et on va vous représenter les dispositifs qui existent. Et puis, ce webinaire sera aussi l'occasion de casser des idées reçues, à la limite, franchement parler, sur lesquelles nous, on a assez d'entendre, c'est-à-dire non, non, mais l'impact organisationnel et la qualité, vous ne tenez pas compte. Eh bien si, on en tient compte, et donc ce sera l'objet. Voilà. Donc du coup, cette évaluation que nous faisons de l'HAS ne soit pas un frein, et donc nous aurons 4 outils dans ce des rappels généraux et ensuite les différentes voies de recrutement, parce que les critères sont complètement différents, et donc c'est une bonne solution pour présenter votre dossier en fonction de tout ça. Et puis surtout, nous souhaitons qu'il y ait une grosse partie de questions-réponses. Donc justement, j'ai 40 minutes, sauf erreur de ma part, on est ensemble jusqu'à midi, 40 minutes qui sont prévues pour les questions. Sur le chat, dans votre dispositif et dans cette plateforme, vous y mettez, si je peux dire, si vous avez des problèmes techniques, et où vous y retrouverez également dans les prochains jours tous les liens utiles qui ont été discutés au cours du webinaire, et puis tous les supports de présentation, etc., etc. Si vous avez des questions, utilisez l'onglet questions. Je crois que vous pouvez non seulement vous-même poser une question, ou vous regrouper avec quelqu'un qui a déjà posé la question, et il y a une sorte de qui la question tout le monde en haut. Et bien évidemment, je remercie toute l'équipe qui ont rendu possible ce webinaire, et celles qui sont justement au tri des questions, le mot tri n'étant pas le bon mot, mais dans le sens regroupé, parce que plusieurs sont exprimés vont être exprimés de manière différente, mais en fait vont être regroupés. Voilà, écoutez, je crois que du point de vue pratico-pratique, les choses sont claires. Si tel n'est pas le cas, utilisez le chat. Et puis nous allons tout de suite démarrer, et je vais passer la parole à Hubert Galmich. Parfait. Merci Madame la Présidente. Donc pour commencer, quelques éléments de contexte pour commencer. Tout d'abord, il me semble important de préciser que le périmètre d'évaluation qui nous concerne est assez précis, puisque les modalités qui nous intéressent sont matérialisées dans cette diapositive par les deux carrés bleus qui vous sont en face de vous. Il s'agit donc des DM à usage individuel et des DM numériques de téléséance médicale. Il s'agit donc des produits dont nous allons parler aujourd'hui, pour lesquels nous allons vous détailler plus en détail les modalités d'évaluation.
Cette évaluation se fait toujours sur initiative de l'industriel, dans la perspective d'un remboursement individualisé. Et il me semble important de vous préciser également aujourd'hui que les technologies qui figurent en gris, par exemple, sur votre gauche, concernant les technologies sans finalité médicale déclarées qui ne sont pas des dispositifs médicaux, ne sont pas évaluées par la HAS. Et pour ce qui concerne les DM à usage professionnel exclusif, ils sont évalués certes, mais uniquement au travers de l'acte en cas de nouvel acte ou d'adaptation d'un acte existant. Le cadre législatif pour l'évaluation de ces données numériques est, vous l'avez compris, très récent, puisque c'est un processus dédié prévu par la LFSS de 2022 qui a introduit cette évaluation des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance et des dispositifs thérapeutiques, des dispositifs à visée thérapeutique. Deux décrets d'application également récents de décembre 2022 et de mars 2023 sont venus préciser le cadre de droit commun et les modalités pratiques tout en précisant les spécificités par rapport au processus existant. Les dispositifs médicaux numériques visés concernent les logiciels et les accessoires de collecte qui peuvent être associés et ce sont en tout cas des dispositifs à visée télésurveillance médicale ou à visée thérapeutique. Alors avant de préciser les spécificités liées à ces dispositifs médicaux numériques et leur évaluation, il est peut-être aussi important de souligner ce qui reste constant. Il y a toujours un avis de la commission, la CNEDIM, Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé. Cet avis est consultatif. Il est fourni au ministre pour prendre ses décisions et cette décision de remboursement se matérialise sous la forme d'un arrêté d'inscription. Bien sûr, le il y a un cadre particulier pour la prise en charge de ces dispositifs médicaux de télésurveillance médicale, avec donc un cadre commun de prise en charge pour ces dispositifs médicaux numériques et les accessoires de collecte qui sont associés et comme on l'a dit tout à l'heure, la grande nouveauté est la prise en compte des modifications de l'impact organisationnel de ces solutions et de la prise en compte de l'évaluation de cette organisation des soins associés, avec associé à ça également un modèle économique spécifique et des critères spécifiques en résultant qui vont vous être détaillés par la suite. Pour demander la prise en charge de vos dispositifs médicaux numériques, il y a plusieurs voies disponibles à votre disposition. Il va être important de bien choisir laquelle est la plus adaptée. Voici sur cette diapositive les différentes voies dédiées au remboursement qui vous sont offertes. Il s'agit de nouvelles voies dédiées aux dispositifs médicaux à visée thérapeutique, mais aussi des dispositifs médicaux de télésurveillance médicale. Ces voies peuvent être à la fois à visée dérogatoire, il existe aussi donc des voies pérennes de remboursement. Pour ce qui est des voies dérogatoires, en complément de la prise en charge transitoire que vous connaissez, qui existait déjà pour les dispositifs médicaux dits classiques, vous avez maintenant à votre disposition la prise en charge anticipée numérique, également appelée PECAN, qui vise à la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux thérapeutiques ou des dispositifs médicaux de télésurveillance médicale. Le forfait innovation qui existait déjà est également lui aussi parfaitement adapté et valable pour ces dispositifs médicaux numériques. Concernant par contre la voie, de remboursement de droit commun pérenne, en complément de la liste des produits prestations remboursables qui existait pour les dispositifs médicaux dits classiques, s'offre désormais à vous une liste des activités de télésurveillance médicale permettant la prise en charge dédiée des dispositifs médicaux de télésurveillance médicale. Comme toujours, il est important de se poser les bonnes questions en amont, puisque il sera, très important de prendre la bonne voie avec le bon dossier et donc il faut se poser les bonnes questions et notamment de quel type de DMN il s'agit. Selon qu'il s'agisse d'un DM de télésurveillance médicale ou à visée thérapeutique, ce ne sont pas, comme vous l'avez vu, les mêmes voies de remboursement qui seront à utiliser ou qui vous sont offertes et également quel est le niveau d'avancement en fonction de la maturité des données cliniques dont on dispose, en fonction du côté innovant ou pas du produit. Les différentes voies seront plus ou moins adaptées et à utiliser. Et en tout état de cause, la prise en charge dérogatoire telle qu'elle vous est offerte désormais doit de toute façon préparer l'entrée dans les droits communs. Il n'y a pas de prise en charge dérogatoire sans liaison avec le droit commun qui se fait par la suite. Pour détailler ce point, il est important de bien comprendre que dans le cadre d'une demande d'inscription en nom de marque pour un dispositif, cette demande étant à l'initiative de l'entreprise, la demande
qui est à réaliser peut se faire en un ou 2 temps. Soit vous visez directement une prise en charge de droit commun en estimant que votre dossier est suffisamment mature et suffisamment complet au vu de des données dont vous disposez et à ce moment-là, la prise en charge de droit commun peut se est parfaitement adaptée ou alors il faut viser une prise en charge de droit commun qui suivra une prise en charge dérogatoire. Cette prise en charge dérogatoire peut être à la fois, selon le cas du dispositif, soit une prise en charge anticipée numérique Pécan ou une prise en charge transitoire ou le forfait innovation, mais en tout état de cause, elle doit, comme on le disait avant, précéder et anticiper une prise en charge dans le droit commun. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Corinne Collignon, chef du service de la mission numérique en santé, pour vous expliquer ces différentes voies de remboursement. Bonjour à tous. Effectivement, je vais focaliser mon intervention en introductif de nos échanges qui suivront sur les 2 voies nouvelles dédiées complètement aux dispositifs médicaux numériques. Donc d'abord, la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques, dont l'acronyme est PECAN, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors PECAN, qu'est-ce que c'est? C'est une prise en charge, finalement analogue à ce qui existe déjà, mais qui porte un autre nom qui s'appelle prise en charge transitoire, pour les autres types de dispositifs médicaux. C'est un processus dérogatoire, transitoire, qui a vocation à être très rapide, donc à permettre l'accès à ces technologies innovantes, l'accès aux patients. Donc sa particularité par rapport à ce qui existe pour les autres dispositifs médicaux, c'est que cette prise en charge anticipée dédiée aux dispositifs médicaux numériques est seulement pour 1 an, donc il n'y a pas de renouvellement possible et elle a également des critères d'éligibilité différents. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Hem, Qu'est-ce que c'est que cette prise en charge transitoire? En fait, elle sert à préparer l'évaluation que je vais qualifier de classique par la CNEDIMS. C'est vraiment l'antichambre du cadre de droit commun et d'une demande de prise en charge standard pour accéder au remboursement. Elle vaut pour 1 mois et il y a un engagement au moment de la demande de prise en charge anticipée, un engagement de l'industriel qui est demandé à déposer un dossier pour une prise en charge classique très rapidement après, puisque l'industriel doit déposer, selon qu'il s'agit d'un dispositif médical, à visée, de télésurveillance médicale ou à visée thérapeutique, soit 6 mois, soit 9 mois après le début de cette prise en charge anticipée. Donc ça va très vite, mais ça prépare et c'est vraiment une antichambre du remboursement classique. Ça concerne, c'est un point important, uniquement 2 catégories de dispositifs médicaux numériques, donc ça ne concerne pas tous les dispositifs médicaux numériques. Ça vise les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale, également ceux à visée thérapeutique. Alors la timeline, l'initiative, et c'est important, l'initiative vient de l'industriel qui dépose sa demande auprès des ministres et de la CNEDIMS. Et donc il y a pas d'a priori sur les indications et les technologies visées. C'est une initiative de l'industriel. La commission instruit, son avis est consultatif. Il est adressé in fine au ministre, à l'industriel évidemment et également au CNP concerné quand il s'agit de télésurveillance médicale parce que l'évaluation, comme l'a, dit Hubert Galmiche, va porter non pas seulement dans ce cas-là sur le dispositif médical, mais sur l'activité de télésurveillance médicale. Donc le dispositif médical numérique a un rôle essentiel dans cette télésurveillance médicale, mais aussi toute l'organisation du professionnel pour assurer cette télésurveillance médicale. Donc c'est la décision appartient après cet avis au ministre qui va s'appuyer sur l'avis de la CNEDIMS et également sur, le certificat d'interopérabilité et de sécurité qui est délivré par, nos collègues de l'Agence du numérique en santé. Donc pour la prise en charge anticipée, l'évaluation CNEDIMS et l'évaluation par l'ANS se font en parallèle pour aller plus vite, et l'industriel, et c'est important d'avoir cette étape, postérieure au démarrage de la PECAN, doit se préparer très rapidement à déposer son dossier pour la suite, donc pour le droit commun, l'inscription sur la liste des activités de télésurveillance, il s'agit d'un DM de télésurveillance médicale, 9 mois après le début de la prise en charge anticipée ou 6 mois après quand il s'agit d'un dispositif médical à visée thérapeutique. Les critères d'éligibilité sont eux aussi, complètement spécifiques des technologies, enfin pour cette prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques. Je vous l'ai dit, le périmètre, et du coup ça fait partie des critères d'éligibilité, est limité aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et également aux activités de télésurveillance médicale. La CNIL doit se prononcer sur la présomption d'innovation et cette présomption d'innovation, elle s'appuie soit sur un bénéfice clinique reconnu, soit sur un progrès dans l'organisation des soins ou les 2, c'est pas interdit et elle va juger et du coup, c'est vraiment un potentiel que la commission juge d'après les premières données disponibles et compte tenu d'éventuels comparateurs pertinents. Et ça, ce sont vraiment les mots du texte. Le décret qui est paru sur la prise en charge anticipée
en mars dernier, a précisé la façon dont la CNIMS doit apprécier la présomption d'innovation. Quand c'est une revendication de progrès dans l'organisation des soins, le décret précise que ce progrès ne doit en aucun cas altérer la qualité des soins et la CNIMS doit également prendre en compte la capacité de l'industriel par les études qui sont en cours à apporter les données qui seront suffisantes pour l'évaluation dans le cadre du droit commun. Donc l'objectif, c'est d'assurer un vrai continuum entre cette prise en charge anticipée et le cadre de droit commun pour avoir une success story avec ce démarrage plus rapide permis par cette prise en charge dérogatoire vers le droit commun. Le marquage CE fait également partie des critères d'éligibilité. Donc, la technologie doit avoir le marquage CE dans l'indication revendiquée et la conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité est aussi dans les critères d'éligibilité, pas à la main de la CNEDIMS, mais c'est un des critères d'éligibilité. Pour le cadre de droit commun, donc cette liste des activités de télésurveillance médicale, qui est l'après-PECAN pour les technologies concernées, il faut savoir qu'il y a 2 modes d'inscription et on a déjà des lignes génériques qui ont été prévues, par arrêté, dans le relais des expérimentations qui avaient cours en France sur la télésurveillance depuis plusieurs années dans 5 pathologies chroniques. Ça veut dire que, pour ces lignes génériques, en fait, il y a un process dédié et il n'y a pas d'évaluation, produit par produit, donc on n'y reviendra pas trop dans la présentation, introductive de ce webinaire, mais on pourra l'aborder dans la suite des questions. Ce qui nous intéresse là pour le contenu du dossier à déposer, c'est le nom de marque, puisque dans ce cas-là, vous aurez un dossier à déposer auprès de la CNEDIMS et la CNEDIMS va évaluer, votre technologie puisque c'est une évaluation produit par produit. Donc vous l'aurez compris, ça renvoie à ces modes d'inscription, à des procédures, d'inscription différents et la suite de mon intervention va se focaliser sur la partie de droite, donc les noms de marque. C'est l'industriel qui a la main et qui prend l'initiative à nouveau, c'est comme pour la PECAN, de déposer son dossier. Un point de particularité, c'est que cette fois, dans le cadre du droit commun, le certificat établi par l'ANS d'interopérabilité et de sécurité est un prérequis au dépôt de dossier. À partir du moment où vous l'avez, vous pouvez déposer un dossier que vous adressez au ministre, à l'HS et également copier au CNP quand il s'agit de télésurveillance médicale, puisque l'avis de la CNEDIMS a porté aussi sur leur activité. Le dossier est instruit, il y a une phase contradictoire et l'avis est émis dans un délai de 90 jours et adressé au ministre, à l'industriel et aux conseils nationaux professionnels concernés. Et in fine, c'est toujours une décision ministre qui lance la prise en charge effective de cette télésurveillance médicale. Les modalités d'inscription, et Hubert Galmich l'a souligné en propos introductif, sont très particuliers et c'est une prise en charge forfaitaire qui va permettre d'emblée, et c'est une particularité, la prise en charge à la fois de la technologie et de l'activité du professionnel. Et pour guider la décision de remboursement calée sur les différents niveaux d'intérêt potentiel organisationnel ou clinique, le législateur a prévu un seul critère sur lequel la commission doit se prononcer, c'est l'intérêt attendu. Donc, pour toute demande d'inscription sur la télésurveillance, la commission va se prononcer sur l'intérêt attendu et va ensuite caractériser cet intérêt selon 3 composantes. Cet intérêt peut être sur l'amélioration clinique, sur le gain significatif dans l'organisation des soins ou un intérêt de santé publique. Ça veut dire que dès lors qu'il y a un intérêt sur une de ces 3 composantes, potentiellement, la technologie peut être inscrite sur la liste des activités de télésurveillance. Ce n'est pas forcément cumulatif, ça peut être uniquement l'amélioration clinique, ça peut être uniquement un gain significatif dans l'organisation des soins, ça peut être les 2. En termes de comparateurs, les textes sont également très précis pour guider la CNEDIMS sur les comparateurs qu'elle doit retenir. Ce que prévoient les textes, c'est que s'il y a dans l'indication revendiquée, et c'est un raisonnement par indication, aucune activité de télésurveillance inscrite, la CNEDIMS doit prendre comme comparateur le suivi médical conventionnel. Et la technologie pourrait être inscrite si son intérêt est supérieur à celui du suivi médical conventionnel. En revanche, s'il y a déjà, et ce n'est pas le cas actuellement, mais s'il y a déjà des technologies de télésurveillance inscrites, dans ce cas, la commission doit comparer les technologies par rapport à chacune des activités de télésurveillance inscrites ou si elle ne le peut pas, par rapport à la dernière activité inscrite. Et dans ce cas, donc dans ce deuxième scénario, l'inscription est possible si l'intérêt attendu est équivalent ou supérieur
à celui de l'activité de télésurveillance déjà inscrite. Donc les textes sont très prescriptifs sur le choix du comparateur aussi pour la CNeDIMS qui s'impose à elle. Sachez également qu'en cas d'avis favorable de la CNeDIMS, elle doit proposer un référentiel qui couvre tous les volets liés au déploiement de la technologie de télésurveillance et à son utilisation. Donc à la fois un référentiel qui porte sur les spécifications du dispositif médical numérique et ses éventuels accessoires de collecte, leur caractère indispensable ou non, mais également tout ce qui va s'appliquer à l'opérateur, les exigences minimales et éventuellement des recommandations de prescription, d'utilisation, de distribution ou de durée de suivi appropriée par télésurveillance. Alors l'enjeu, il est pour tous les industriels de savoir comment constituer un bon dossier. Et je terminerai par ces propos introductifs par cela. On a mis en place des guides de dépôt qui visent à, comme leur nom l'indique, à vous guider dans les éléments qui sont nécessaires pour que la CNeDIMS puisse évaluer votre demande. Et puis par ailleurs, des matrices qui sont simplement les trames vierges pour vous permettre de faire votre dossier. Ces guides évolueront au cours du temps en fonction des difficultés de compréhension qu'on constate dans le dossier, de vos feedbacks, mais ils sont à votre disposition et ils comprennent les informations qui vous permettent de comprendre ce qui est nécessaire à la CNeDIMS pour rendre son avis. Et j'aimerais vous donner des consignes universelles qui nous sont souvent demandées sur qu'est-ce qu'il faut apporter dans le dossier, etc., etc. Mais je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de règle unique. En revanche, il y a un certain nombre de règles d'or. Il faut que vous pensiez que votre dossier va être lu est destiné à être lu par des membres d'une commission et doit être compris. Donc, il doit être clair et synthétique. Et finalement, c'est une démarche. Vous savez-vous ce qu'on peut attendre par l'utilisation de votre technologie. Donc, à partir de ce qu'on doit en attendre d'un point de vue clinique ou organisationnel, apporter un argument clair et des éléments en cohérence avec votre revendication. Je donne un exemple. La HAS a produit une cartographie des impacts organisationnels. Si vous revendiquez un impact sur l'organisation des soins, il ne s'agit pas de cocher toutes les cases de l'impact organisationnel, mais bien de faire ressortir ce qui est le plus caractéristique de votre technologie et d'apporter les éléments en accord avec ce qui caractérise ce que va apporter votre technologie. Donc, moi, j'ai 4 règles d'or, claires, synthétiques, cohérents et argumentés. Il n'y a pas de recette unique et ça, il faut aussi l'avoir en tête. C'est qu'on ne peut pas vous apporter de recettes toutes prêtes pour constituer votre dossier, mais si vous suivez ce raisonnement, vous apportez aux membres de la commission tous les éléments qui sont nécessaires. En termes plus pratico-pratiques, on a mis en place une organisation dédiée à ce guichet numérique avec une boîte contact dédiée et également une plateforme de dépôt qui vous permet de déposer en une fois le dossier à la fois à la HAS et au ministère. Donc, c'est la plateforme Evatech et il y a le lien sur cette présentation et toutes les informations sont disponibles sur notre site. Pour ces technologies comme pour les autres, on a mis en place, et on l'a mis en place avec mon collègue Hubert Galmiche depuis plusieurs années pour les dispositifs médicaux, des modalités d'accompagnement qui sont de 2 types. À la fois les rencontres précoces qui visent plutôt à discuter d'un protocole d'étude que vous envisagez, donc l'étude n'est pas démarrée et vous souhaitez la mettre en place, ou alors des questions plus pratico-pratiques que vous vous posez sur votre dossier ou la procédure d'inscription et dans ce cas-là, c'est un autre type de rendez-vous, des rendez-vous pré-dépôt. Ces rendez-vous sont sur demande et sont actuellement, jusqu'à ce jour gratuites et confidentielles. Donc, vous pouvez tout à fait faire appel à nous et autant que possible, on vous apporte notre éclairage et on partage bien volontiers notre expérience de l'évaluation au travers de ces rendez-vous. On avait destiné ce webinaire plutôt à vos questions pour vous apporter des réponses. Donc, après ces propos introductifs, c'est vos questions qu'on va traiter et on va essayer de les traiter au maximum dans le temps imparti. Très bien, merci beaucoup Hubert et Corinne. Les questions sont très très nombreuses et en tout cas très intéressantes et elles montrent bien j'allais dire presque la problématique de la connaissance de ces nouveaux dispositifs. Et également la question de justement qui est concerné et quoi. Donc, aujourd'hui, ce webinaire se concentre sur ce que fait actuellement la HAS, au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, la HAS n'a strictement aucune mission sur les dispositifs qui sont numériques, à viser pour les équipements, si je peux dire, des établissements de santé ou autres, ou des professionnels, les aide à mieux diagnostiquer, l'imagerie, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui,
peut-être Madame Collignon va pouvoir tout de suite nous présenter qu'est-ce que néanmoins on fait sur le sujet, mais ça n'est pas l'objet de ce webinaire, puisque aujourd'hui la HAS n'a aucune mission en la matière. Je peux compléter juste en 3 mots pour vous dire qu'effectivement, sur ces sujets pour lesquels on n'a pas de mission, on a ouvert des travaux et du coup, les premières productions sont en ligne, notamment avec un guide d'aide au choix. On essaie de voir comment mettre en place un cadre qui soit pas bloquant, mais qui permette de guider, les utilisateurs vers les choix. Donc il faut qu'on trouve un compromis entre, un système, qui accompagne les choix, éclairés et pertinents et ne pas tout bloquer parce qu'on sait qu'il y a une énorme effervescence et que c'est un secteur riche. Donc l'objectif, c'est de trouver une nouvelle voie, une nouvelle approche pour ces dispositifs médicaux utilisés par les professionnels pour à la fois guider et peut-être faire de l'évaluation sur certaines thématiques. Mais le chantier est encore très ouvert et ce serait un webinaire à part entière là-dessus. Donc on l'abordera pas aujourd'hui. Hubert, vous avez Merci Corinne. des... Oui, effectivement, il y a de très nombreuses questions. Et peut-être que déjà, il y a des questions sur le périmètre, des réactions sur: «Bonjour, ce dispositif ne concerne que les utilisations par les patients directement», et effectivement de préciser que c'est uniquement les DM utilisés par les patients. Et une autre question concernant, les dispositifs médicaux connectés sont-ils concernés? Au sens dispositifs médicaux connectés via une application mobile, sont-ils concernés? Une question sur le périmètre. Alors effectivement, du coup, en lien avec ce qu'on vient de dire, Isabelle, du coup, je me permets, en lien avec ce qu'on vient de dire, les 2 voies de remboursement Pécan et LATM, il y a toujours une utilisation par le patient. Donc télésurveillance médicale, c'est forcément en lien avec une équipe de soins, mais le patient a forcément un bout de la technologie et l'utilise ou à partir de lui se transmettent des données automatiquement qui vont aux professionnels. Ce qu'on exclut du scope, c'est clairement ce qui est à usage strictement professionnel. Mais bien dans le scope, tout ce qui est application à visée thérapeutique, utilisée par les patients eux-mêmes à leur domicile. Le périmètre va sûrement se clarifier au fil des premières évaluations, mais pour l'instant, globalement, c'est le mapping qu'on peut donner et les frontières qu'on peut donner entre ce qui rentre et ce qui rentre pas. Après, il y a sûrement des précisions qui seront apportées au fil de l'expérience et des technologies qui arrivent, qui posent de nouvelles questions d'organisation de soins, d'intervenants, etc. Par exemple, est-ce qu'une télésurveillance par un non médical, sous responsabilité d'un médical, peut faire partie d'une télésurveillance médicale? Donc c'est des approches, voilà, c'est des questions qu'on va traiter au fil de l'eau, des sujets qui nous arrivent, avec le ministère, puisque nous, on évalue les dossiers qui nous arrivent. C'est le ministère qui confirme la recevabilité des demandes. Merci Corinne. J'ai une question suivante concernant le remboursement des accessoires de collecte. On nous demande comment le remboursement des accessoires de collecte sera fixé, comment est-ce que ces accessoires seront évalués? Alors, les accessoires de collecte très probablement donc alors ils sont absolument essentiels et parfois le dispositif ne peut pas fonctionner sans des accessoires de collecte. Donc du coup, dans tout le dispositif qui est, par exemple, sur la télésurveillance, on va faire chaque fois qu'on a un dossier, qu'on donne un avis, positif, on fait un référentiel et dans ce référentiel, on indique sur un dossier qui nous est déposé en nom de marque, on indique si oui ou non il y a des accessoires de collecte et s'ils sont absolument essentiels, oui ou non. Et à l'identique, quand on a des référentiels, génériques. Après, une fois que ça sort de la HAS, ne nous demandez pas pour les histoires de tarification puisque c'est pas de notre ressort. Mais nous, ça part de la maison HAS avec: «Oui, il y a absolument besoin de tel, accessoire de collecte pour fonctionner». J'ai vu, au passage, Hubert, beaucoup de questions sur, finalement, combien on a de forfaits innovation, combien on a d'accès transitoire, et cetera. De dossiers Donc, reçus. en gros, oui, en gros, on a une dizaine de forfaits innovation par an, en gros, hein, peut-être que je me trompe, mais vous corrigez, mais je crois que c'est à peu près ça. En prise en charge transitoire, on a à peu près aussi actuellement une dizaine, de dossiers, mais ça c'est en train de monter en charge. Le dispositif est quand même relativement récent et en Pécan, comme il est encore plus récent, je ne sais pas combien vous avez de dossiers déposés, Hubert ou Corinne, mais en tout cas, nous, on en a vu passer, 1 ou 2
en commission, je crois, un seul, et le seul qui est passé, il a eu 3. Ok, donc vous en avez 3 qui ont été déposés. Non, en fait, on a 5 dossiers, 5 dossiers déposés, et la commission a examiné un dossier de prise en charge anticipée et 2 de télésurveillance médicale, et puis d'autres suivront dans les semaines à venir. Voilà. Et donc, du coup, on a les 2 branches dont on a parlé dans Pécan, et dans les 2 branches, il y a eu des positifs. Alors, il y avait une question qui portait sur et combien passe après dans le droit commun? Au niveau du forfait innovation, c'est le cas, puisqu'il y a assez de recul, puisque le forfait innovation date dans l'état actuel, avec des modifications, date quand même de quelques années. Prise en charge transitoire, c'est trop récent, mais on commence à avoir des dossiers de prise en charge qui sont déposés. Pour l'instant, pas encore fait. Puis évidemment, Pécan, c'est impossible, puisque c'est trop récent. Voilà, vous me corrigez, Hubert ou Corinne, si j'ai dit des sottises. Pour le forfait innovation, il y a peut-être un peu moins de dossiers qui nous sont déposés. On est plus de l'ordre de 2 ou 3 dossiers annuellement, en règle générale. Mais sinon, le reste, c'est vrai ça. Il y a une question suivante concernant comment savoir si les données cliniques qui sont fournies sont suffisantes? C'est une question qu'on a souvent. Les données cliniques que j'ai à ma disposition sont-elles suffisantes pour mon dossier? Pour les membres de la commission, ce dont on a besoin, d'ailleurs ce que les patients ont besoin, ce que les professionnels ont besoin, ce que le système de santé a besoin, c'est de savoir qu'il y a une confiance dans le dispositif, et que donc il y a des données, comme on dit, suffisantes. Mais données suffisantes, moi je peux pas vous donner une règle, parce qu'en fait, je vois bien dans la commission, certaines fois, on prend des études avec finalement peu de, dans des cohortes, il y a peu de patients, parce qu'il y a des raisons pour que ça se justifie. Donc on a des données cliniques qui sont plus limitées. On a parfois des données non spécifiques d'importance, avec des recommandations internationales ou nationales, ou etc. Et donc du coup, ça change aussi. Donc autrement dit, il n'y a pas de règle. Enfin, moi, je suis dans l'incapacité de vous dire qu'est-ce qui est. Il n'y a pas un quota, il n'y a pas un seuil, il n'y a pas un type d'étude. Voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc malheureusement, je peux difficilement répondre à cette question. Effectivement, oui, cette question, de toute façon, se pose pour toutes les voies d'accès au remboursement, même pour les dispositifs médicaux classiques. Il n'y a pas de règle établie et fixée. On a une question concernant le type de DMN qui peut bénéficier d'une prise en charge transitoire, par comparaison à Pécan. Finalement, quels sont les dispositifs médicaux numériques qui ne seraient pas éligibles à Pécan, mais qui seraient éligibles à la prise en charge transitoire? On s'est déjà posé la question. Il me semble qu'il reste ce qui est à compensation du handicap. Il me semble que c'est ce périmètre-là qui pourrait rentrer dans prise en charge transitoire, à discuter, mais il me semble que c'est le périmètre qui reste si on regarde les sous-ensembles prévus par les différentes voies. Je dirais ça. Il y a une chose qui me paraît absolument essentielle pour vous tous, industriels. Quand vous avez un dispositif médical, vous développez un dispositif, peu importe, première chose à vous poser, où est-ce que je me vois, enfin l'entreprise, dans 5 ans avec ce dispositif? Où? Et en fonction de ça, et dans quelle branche il est, comme l'a expliqué Madame Collignon, il y a plusieurs voies d'accès. La question est d'anticiper ça, absolument, absolument, parce que les critères ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure, la question portait sur le bénéfice clinique, mais par exemple, dans certains dispositifs, l'intérêt attendu que nous avons à juger comporte sur 3 points qui ne sont pas cumulatifs. C'est ou l'intérêt clinique, bénéfice clinique, ou l'impact organisationnel, ou l'intérêt de santé publique. Donc on voit bien qu'il faut bien connaître les dispositifs pour que vous puissiez engager
les études que vous avez à faire en vous disant et en réfléchissant où est-ce que je vais et à quoi va servir mon dispositif. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les rencontres précoces peuvent aussi, aussi servir. Voilà. Et quand il y a des questions que j'ai vues sur le marquage CE, au passage, on va répondre à ces questions sur le marquage CE. En fait, effectivement, le marquage CE a changé, etc. On n'est pas là, nous, en tout cas, on n'est pas des spécialistes du marquage CE, mais en tout cas, c'est la loi européenne, et là, on n'y peut rien, elle est valable quel que soit le pays européen. Mais en tout cas, les dispositifs sont accessibles quand ils n'ont pas encore le marquage CE, uniquement si on est dans des études, donc dans le cas du forfait innovation. Pour tout le reste, il faut marquage CE. Merci. On a pas mal de questions sur le fait que je voulais regrouper sur le fait qu'on peut utiliser des données cliniques uniquement franco-françaises ou est-ce qu'on peut utiliser des données issues d'études réalisées à l'étranger? Est-ce qu'on peut utiliser des données pré-market pour le remboursement via Pécan? En gros, est-ce que des données autres que celles qui auraient été obtenues sur le territoire français sont utilisables et recevables par la Commission? Alors, ça fait partie des idées reçues que on n'arrive pas à chasser, j'arrive pas à comprendre d'ailleurs pourquoi. Quel serait l'intérêt d'obliger un industriel à faire des études spécifiquement pour la haute autorité de santé qui n'aurait, enfin, ça a c'est un coût en temps et en coût financier qui est plus que non négligeable, hein, qui peut même mettre parfois en difficulté une entreprise. Donc du coup, oui, nous prenons les données des études qui sont faites à l'international, sous une réserve. La seule réserve, c'est que le mode d'organisation, par exemple, du parcours des soins, etc., soit adaptable à la France. Voilà. Donc, si on peut transposer au niveau français, bah, évidemment, on va les utiliser. Donc, que ce soit fait ailleurs, ça ne pose évidemment aucun problème. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les données qui ont été utilisées pour le marquage CE, puisque maintenant, en classe 3 et même en 2A, 2B, il y a des évaluations. Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, nous, on n'a pas accès au. Il n'y a pas de rapport, c'est pas comme dans le médicament, à part en classe 3, il n'y a pas de rapport du marquage CE. Donc nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le marquage CE. Donc n'hésitez pas à nous représenter les études qui ont été déposées dans le marquage CE. Voilà, donc aucun problème. Nous avons maintenant une question concernant l'intérêt de santé publique. Comment appréciez-vous l'intérêt de santé publique? Est-ce versus le suivi conventionnel ou le DM numérique de référence? Je pense que ça concerne les DM de télésurveillance et l'accès à la LATM. Du coup, je vais prendre la question. Effectivement, la commission, elle doit caractériser, les textes ont prévu 3 composantes, dont l'intérêt de santé publique. Alors, à titre personnel, j'ai du mal à voir comment on pourrait avoir un intérêt de santé publique sans impact clinique et sans impact organisationnel, mais peut-être que l'avenir nous donnera des exemples où il n'y a qu'un intérêt de santé publique sans une des 2 autres composantes. Donc c'est dans les critères, donc c'est possible de valoriser et de reconnaître, enfin que la commission prévoit, une reconnaissance de cet intérêt de santé publique, au titre de l'intérêt attendu de l'activité de télésurveillance médicale. Et dans la même lignée, il y a une question concernant le comparateur. Le comparateur est-il toujours le standard of care sans DTX ou télésurveillance? En gros, quel est le bon comparateur à retenir? Mais là, les textes ont été très prescriptifs, donc la commission n'a pas le choix. C'est-à-dire que s'il y a une activité de télésurveillance inscrite, elle doit prendre comme référence ce qui est inscrit. Donc soit toutes les activités inscrites de télésurveillance dans la même indication, on raisonne indication par indication quand même, soit la dernière inscrite si ça n'est pas possible de comparer à toutes. Donc c'est ce qui est imposé à la CNEDIMS, par les textes. Donc après on verra dans le process et ça n'est que lorsqu'il n'y a pas d'activité de télésurveillance inscrite que la CNEDIMS peut prendre comme comparateur la stratégie sans télésurveillance médicale, donc le suivi conventionnel seul. Donc c'est les textes qui ont défini ça et la CNEDIMS va s'approprier les textes et se les approprie au fil des dossiers qu'elle a à instruire. Et donc c'est pareil pour la question précédente, pour l'intérêt de santé publique, le comparateur est le même, c'est l'intérêt attendu avec ces différents comparateurs prescrits par les textes qui doivent être appréciés par la CNEDIMS.
Maintenant, une question un petit peu d'un ordre différent concernant les modèles d'impact budgétaire. On nous demande si un modèle d'impact budgétaire est obligatoire ou pas pour Pécan et les droits communs dans le cas du dossier. Non, enfin, non, non. Ça peut être, hein, puisque en fait, dans les impacts organisationnels, mais en fait, nous, on n'est pas une commission médico-économique, donc il peut y avoir des impacts, c'est évident qu'il y a des impacts budgétaires, enfin, le numérique en apporte énormément, et du coup, il en apporte assurément énormément. C'est justement là que va être la révolution, c'est sûr. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, dans notre commission, ce que l'on a comme mission, c'est de regarder les critères tels qu'ils ont été décrits tout à l'heure. Donc, on ne peut pas s'écarter de ça. Ceci étant, on a fait une expérimentation à la Haute Autorité de Santé, donc sur ces questions-là, et Madame Cognon va pouvoir vous en parler plus spécifiquement, parce qu'on a tout à fait conscience que l'impact budgétaire peut être d'une importance absolument majeure. Donc, on a ouvert une expérimentation pour 3 ans. Madame Collignon va compléter. Oui, effectivement, il y a une expérimentation pour 3 ans parce que du coup, c'est l'enjeu sur les dispositifs médicaux numériques, cet impact organisationnel qui peut être assorti d'un impact budgétaire fort. Donc c'est pour ça que la HAS a proposé de lancer cette expérimentation par dérogation sur les critères qu'elle retient habituellement pour l'évaluation, la dimension économique et la modélisation qui est la base, de des analyses d'impact budgétaire. Elle va être utilisée et ça rejoint les préoccupations de la CNEDIMS pour la modélisation de l'impact organisationnel. Donc c'est un peu 2 démarches, qui sont complémentaires. Simplement, la CNEDIMS ne va pas jusqu'à la monétarisation, mais le volet, modélisation des conséquences organisationnelles, j'ai envie de dire qu'on prend. Merci Corinne. On a une demande concernant le fait, est-ce que le fait d'avoir eu un Pécan minimise la probabilité d'avoir une demande d'études post-inscription? En gros, quel est le lien entre comme on a expliqué, la préparation avec une voie dérogatoire et la prise en charge via Pécan et la réalité d'une demande post-inscription ensuite par la commission? OK. Alors, du coup, là, pareil, des idées reçues. Donc au passage, toutes les statistiques sont chaque trimestre, sur le site de la Haute Autorité de Santé, donc vous pouvez suivre les chiffres. J'y tenais absolument à ce que ce soit rendu public, chaque trimestre, et ce depuis maintenant, plusieurs années. Donc en gros, sauf erreur de ma part, on donne à peu près une dizaine d'études post-inscription par an. Une dizaine, hein, sur les plus de 300 dossiers que l'on a. Donc c'est faible. En fait, pour qu'il y ait une étude de post-inscription, il faut vraiment qu'il manque quelque chose, aux membres, et logiquement, l'auteur de la question a raison, logiquement, puisque dans les dispositifs, que j'appellerais fast track, quelque part ces dispositifs sont susceptibles d'apporter et cetera, donc on n'a pas encore toutes les preuves, donc par définition, on va attendre la preuve. Et donc, du coup, c'est au moment du passage en droit en commun que se posera cette question. Mais comme il y aura eu un suivi, du dispositif, très probablement, intellectuellement, on peut supposer qu'il y aurait moins de pays, sur ces sujets-là. Mais c'est un concept intellectuel, mais pas garanti. En tout cas, il y a très peu de pays qui sont maintenant demandés, une dizaine par an, sur 300 dossiers. Merci pour la précision. Et on nous demande effectivement si on veut déposer une demande d'inscription en ligne générique, peut-on quand même déposer une inscription Pécan? J'avais du mal à comprendre la logique Voilà, possiblement, mais peut-être que c'est dans le cas où, l'industriel prépare un dossier de supériorité par rapport à la ligne générique, donc rien n'est impossible. Moi, je dirais oui. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre dans la question, si la personne pouvait la préciser, c'est on est bien donc à ce moment-là dans les lignes génériques pour la télésurveillance, je suppose? C'est ça qui est dit? Ou supposé dit? la question précise pas. OK. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'à ce jour, il y a étape, il y avait étape, et donc du coup, la sortie d'étape fait qu'il y a eu 5 référentiels génériques. Et les référentiels génériques, c'est quand même, absolument essentiel parce que ça permet, à l'industriel de savoir ce qui va être demandé,
et s'il rentre dans le dispositif, et donc du coup, il n'y a pas besoin de déposer de dossier spécifique, enfin du moins de répondre à des questions de nom de marque. Il y aura assurément en matière de télésurveillance d'autres référentiels génériques. C'est une évidence. Dans le domaine de l'oncologie, on sent bien que les choses arrivent. Je ne peux pas plus en parler parce que de nombreux dossiers sont en cours actuellement, et donc je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Mais c'est une évidence qu'il y a des domaines thérapeutiques dans lesquels il y aura des référentiels. De manière générale, la CNEDIMS demande énormément de lignes génériques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça a été validé avec la Cour des comptes d'ailleurs, hein. La CNEDIMS, dans 25% de ses dossiers, dit on a besoin de lignes génériques, et ce depuis des fois 5 ans, 10 ans. Hein. Donc voilà, on n'est malheureusement pas entendu sur le sujet parce que nous, on n'a aucun apport supplémentaire, et il n'y a pas besoin que ce dossier passe devant une commission. En matière numérique, dans certains domaines, on atteint 45%. 45%. Donc on voit bien que du coup, voilà, nous on cherche pas à évaluer coûte que ça passe, et que c'est pas le but. Si on estime que il n'y a pas besoin et que des lignes génériques suffisent, il faut que ça passe en ligne générique. Dans la suite de sujets dont on a parlé avec les expérimentations étapes, on a aussi une question au sujet des articles 51, article 51, pardon. Comment sont évalués et remboursés les DM qui ont pu faire l'objet d'une expérimentation article 51? Boîte de Pandore. Moi, je répondrais comme les autres, avec les données qui peuvent être issues de l'article 51 idéalement. En fait, la difficulté, mais que nous, on ne maîtrise pas, enfin, on ne sait pas, hein, c'est quand il y a une expérimentation, comment on en sort. On a bien vu que étape, ça dure un petit peu quelque temps, et 51, je ne sais pas trop comment il est prévu que cette sortie, puisque c'est pas notre main à nous. Mais nous, on verra des dossiers forcément arriver, et on ne peut que le souhaiter. Nous avons également pas mal de questions aussi concernant donc la télésurveillance, et en particulier, est-il attendu de réaliser une étude comparative directe entre la solution de télésurveillance soumise au remboursement et les solutions de télésurveillance déjà remboursées? Finalement, comment ça va se passer avec une nouvelle solution de télésurveillance par rapport à déjà celles qui sont remboursées? Alors, Est-ce qu'il faudra fournir une comparative? en fait, Vous voulez que je répète la question? il y a des textes. Non, mais globalement, je vais peut-être pas répondre, mais je vais couvrir d'autres questions, et Corinne pourra compléter. En fait, au niveau de la télésurveillance, le sujet du jour, aujourd'hui, en ce moment, enfin, on est au mois de septembre, c'est plutôt de faire rentrer la télésurveillance dans le droit commun. Et en tout cas, on peut se féliciter qu'en France, ce soit maintenant possible. Donc du coup, la question d'après, et je comprends que les industriels la posent bien évidemment, puisque la question c'est d'avoir de la visibilité, de la lisibilité, c'est l'objet même d'un industriel, ce qui est logique. C'est de dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'il y a des dispositifs qui sont inscrits, s'il y en a un autre qui arrive, soit un nouveau en nom de marque qui est mieux ou estimé mieux par l'industriel par rapport à la ligne générique, soit un autre nom de marque quand il y a quelque chose d'autre qui existe, etc. Donc on est dans le coup d'après. Au jour d'aujourd'hui, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Donc les textes le précisent comment ça va se passer, mais assurément la HAS a l'habitude, enfin la CNEDIS, pardon, a l'habitude de basculer sur un changement de pratique lorsqu'il y a suffisamment de dispositifs. Donc autrement dit, elle laisse en nom de marque les choses. Et il y a un moment donné où ça peut basculer parce que c'est devenu le droit commun. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment tout ça et quand et à quel délai ça va arriver, mais intellectuellement parlant, c'est pareil, on ne peut pas aller trop vite. Ça veut dire qu'un industriel, on ne peut pas changer un générique, une ligne, un référentiel générique tous les 4 matins. C'est pas possible. Donc, il y a une logique intellectuelle. Donc, du coup, je pense qu'on fera un vrai socle de référentiel générique. Et de ce socle et de ce
gros pilier. On verra s'il faut le modifier d'une manière ou d'une autre au fil de temps et au gré de noms de marque. Et l'idée, ce serait qu'à ce moment-là, ça devienne une nouvelle norme, entre guillemets, donc un nouveau référentiel, mais il n'y aura pas de changement comme ça sans arrêt. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses, Madame Collignon ou Monsieur Galmiche, mais c'est une évidence que, voilà, il faut pas paniquer avec ça. Non, et la question soulevée montre, du coup, l'inquiétude par rapport au comparateur, la difficulté d'anticiper l'épreuve par rapport à une technologie de référence qui peut changer au fil des inscriptions sur la liste. Mais ça, enfin, je pense qu'on peut compter sur le pragmatisme de la commission pour construire un rationnel dans ses avis chaque fois qu'elle considère qu'une technologie a un intérêt attendu, en tenant compte et en respectant ces comparateurs imposés par les textes. Ouais, effectivement. Et on a d'ailleurs une question un peu semblable, pour le, Pécan et les DTX. On nous demande comment la HAS va considérer le Xième DTX dans la même indication. Est-ce que ce sera toujours présumé innovant? Non, très clairement. La question, en tout cas, que moi je pose aux membres de la commission, à un moment donné, c'est, quand on a des questions de comparateurs ou etc., quelle est votre pratique professionnelle? Et si il y avait une pratique professionnelle et qu'elle évolue dans le temps et que cette pratique professionnelle, est donc, complètement modifiée et intègre un dispositif quel qu'il soit, bah, c'est bien évident que c'est ça la nouvelle norme et que c'est donc ça qui sera le comparateur. Donc ça dépend de la vitesse à laquelle le dispositif ou les dispositifs petits frères rentrent dans le dispositif et dans le système de santé et l'occupent, en fait. Et c'est véritablement inscrit dans les critères, qui sont prévus réglementairement. C'est en tenant compte, du coup des comparateurs, pertinents. Donc, de la stratégie de référence, comme le disait Isabelle. En lien avec cette thématique de la télésurveillance et l'évolution des produits qui sont soumis avec les NG et les noms de marque, on a une question intéressante concernant un dépôt de dossier en nom de marque sur une indication où il existe une ligne générique. Peut-il aboutir à une modification de la ligne générique plutôt qu'une inscription en nom de marque? Si oui, est-ce que la HAS prend cette décision ou donne un avis en ce sens? Non. Quand un dossier est déposé, il est déposé. Donc, si c'est un dossier en nom de marque, il sera déposé en nom de marque. Et donc, la réponse sera en nom de marque. Après, nous, à la HAS, comme vous le savez, on ne prend que des avis. Donc, du coup, ce qu'on pourra dire, c'est qu'on suggère que, par exemple, imaginons, on suggère que ben, maintenant, ce sera la nouvelle norme. Il faut que, parce que les dispositifs ont évolué, et que donc, il faut changer le référentiel. Telle était la question. Sauf que nous, si on donne cet avis-là, de toute façon, après, il faut que ça passe par tout un processus, côté ministériel, et avec une demande de projet d'avis, qui est rendu public, qui ensuite est discuté, qui a des phases contradictoires et cetera et cetera. Donc voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc nous, on répondra, si telle était la question, Hubert, sur le nom de marque. Mmh. Et on a une question concernant le processus. Comment procéder dans le cadre d'un outil combinant une plateforme de suivi pour le professionnel et une appli smartphone à visée DTX pour le patient? Faut-il combiner les 2 procédures de demande et l'ATM et LPPR en parallèle? Alors, s'il y a le professionnel qui est impliqué, je ne vois pas où est le dépôt à LATM, ou LPPR, mais peut-être effectivement, il peut y avoir des combinaisons, mais peut-être pas celle-là. J'imagine un scénario où il y a une application qui a une finalité thérapeutique qui peut être utilisée directement par le patient et à laquelle on peut adjoindre une fonction propre de télésurveillance médicale. Donc je pense qu'effectivement, on ne peut pas exclure des démarches parallèles pour des technologies qui vont s'enrichir et qui vont combiner des fonctionnalités, différentes avec des modules, enfin finalement une approche modulaire pour des solutions un peu, multitechnologiques. Donc ça veut dire, Effectivement, 2 démarches. Par chance, c'est la même commission qui évalue. et est-ce qu'un DM numérique pilotant un DM physique déjà référencé dans la LPPR doit suivre ce processus pour garder son remboursement? En gros, est-ce la transition par rapport à la LPPR, ce qui est pris en charge déjà au travers de la LPPR, est-ce qu'il faut demander, de ce que je comprends de la question, une inscription à l'ATM pour garder le remboursement?
Est-ce qu'il est question dans cette question de Mais je technologie de télésurveillance qui était historiquement inscrit sur la LPPR? Est-ce qu'il faut non, comprendre la question comme ça? la question, je la comprends pas forcément comme ça, mais c'est marqué ADM numérique pilotant ADM physique déjà référencé dans la LPPR. Est-ce qu'on doit suivre le processus nouveau pour garder le remboursement? Je Alors je suis pas pense sûr que que la le question produit en c'est la question soit déjà la télésurveillance, oui. alors si la question concerne une fonctionnalité de télésurveillance, la réponse est oui. Oui, il faut basculer en LATM. Peut-être Et a-t-on c'est à la mal demande de compris la l'entreprise. question, mais du coup, si je comprends bien la question, pour la fonction télésurveillance, la réponse est oui, LATM. Oui, oui, parce que la radiation des produits de télésurveillance qui seraient à la LPPR est prévue, hein. Mmh. Alors, comment se positionne le rôle de la HAS par rapport à l'expérimentation CNAM prévue en 2024, qui est évoquée dans le rapport chargé produit pour les dispositifs médicaux numériques en santé mentale? Ça, Je pense c'est pas une qu'il y ait de rôle de la HAS là-dedans. vaste question. En fait, la question qui est évoquée, sauf erreur de ma part, mais je vais faire un petit peu plus, même si le temps avance, je vais prendre un petit peu de temps. Il me semble, sauf erreur de ma part, que dans ce rapport, ce qui est indiqué, c'est les applications santé, et du coup la validation par des systèmes de labels ou quelque chose comme ça, dans des applications. Et en fait, à ce jour, la HAS, ne rentre pas dans ce process d'évaluation, pour, les applications qui rentrent dans, mon espace, santé, puisque c'est de ça dont il s'agit. De manière plus générale, nous on est, entièrement favorable à ce qui est une aide, au choix, tant par les patients d'ailleurs que les professionnels, parce que finalement dans le paysage, ça devient très, très compliqué. Sous une réserve bien évidemment, c'est que toute évaluation qui serait faite, quelle qu'elle soit, ne soit pas un frein, comme je le disais, mais un levier. Voilà, donc du coup, comme le temps passe, vous retrouverez tous ces documents que l'on a fait, sur le site de la HAS sur ce point de vue-là. Mais en tout cas, pour répondre, très concrètement, à ce jour, nous n'avons aucun rôle dans, l'évaluation, des applications qui rentrent dans mon espace de santé. Merci, effectivement, c'est très clair. Nous avons une dernière question concernant le cas où l'industriel considère que toutes les études sur son DMN sont déjà finalisées et avec l'ensemble des données disponibles, est-ce qu'il peut prendre la voie de Pécan? Je comprends de la question que l'entreprise pense avoir le dossier le plus complet possible. Est-ce que la voie Pécan est adaptée? Moi, je dirais que c'est vraiment à sa main. On verra comment la commission réagit, mais a priori, s'il arrive à argumenter, les critères d'éligibilité, donc à caractériser le potentiel innovant et si, les études qu'il a déjà, répondent aux besoins pour l'évaluation de droit commun, Isabelle, je partage avec vous, je ne sais pas, si la commission aurait, des arguments pour refuser, l'éligibilité à la PECAN. Je Bah, je sais pas, mais en tout cas, comme vous mmh, dites, c'est à la main de l'industriel, mais mmh, la logique intellectuelle quand même, c'est susceptible de, hein, piquant, hein. mmh. C'est, donc s'il y a toutes les preuves et que c'est totalement prouvé, autant rentrer directement dans le droit commun. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je vois pas pourquoi perdre, du temps pour être sur un pécan avec des histoires de prix que je ne connais pas, hein. Je sais pas comment ça se passe pour les négociations et cetera, ou pas, bah, autant rentrer directement dans le droit pérenne. Voilà. Enfin, je pense, hein. Oui, effectivement. On a une question pour savoir si on a déjà été saisi pour d'autres référentiels génériques en télésurveillance, autres qu'étape, finalement. Comment Alors la j'ai répondu oui, non malheureusement, très clairement, parce qu'il ah, y a certains domaines qui bougent beaucoup en matière de télésurveillance et évidemment l'oncologie. Comme je l'ai dit, je ne peux rien dire du tout à ce jour, ni aucun d'entre nous, puisque, beaucoup de sujets sont en train de dossiers sont en cours, mais dans les jours, semaines, à venir, les dossiers vont s'empiler et enfin les sorties publiques des dossiers vont s'empiler et donc petit à petit, tout le monde arrivera à comprendre la question de jurisprudence de la commission. D'ailleurs, ce que je suggère, c'est que de faire exactement comme, la CNEDIMS a toujours fait, c'est de faire dès qu'on a suffisamment de dossiers
en Pécan, puisque c'est récent, et en LATM, puisque c'est récent, de faire un document en disant voilà comment les critères, on les a estimés, nous, commission. Parce que ça permet à l'industriel d'anticiper et de comprendre. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc, de me faire ces dossiers. On dit tel critère, la commission a jugé que tatati tatata, et voilà. Donc, de faire une sorte de jurisprudence. Certaines personnes insistent pour qu'on fasse a priori. Je m'y oppose formellement. Un a priori pour moi, c'est-à-dire voilà comment on jugera. Dans des domaines qui bougent beaucoup, qui sont très innovants, je vois vraiment pas comment voilà, c'est un refus de l'innovation pour moi. Vaut mieux attendre quelques dossiers et quand on a suffisamment de dossiers, très peu, c'est de dire voilà comment on a jugé. C'est vraiment mode jurisprudence pour que vous y voyez plus clair. Merci. Et je pense que ce sera la dernière question, vu que notre temps imparti est désormais quasiment écoulé. Il nous aimerait, quand vous parlez d'une application patient dans le cadre d'un DMN, dans le cadre d'une télésurveillance, comment voyez-vous la télésurveillance assistée par une IDL, par exemple, lorsque le patient est dans l'incapacité d'utiliser le smartphone, personnes âgées, personnes blessées? Ça, c'est une grande question, mais finalement, moi, les choses ont terriblement évolué. Alors déjà, si c'est le patient lui-même, en fait, on a l'expérience et la preuve que de plus en plus, évidemment, les gens savent utiliser, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux, et il n'y a pas d'écart. Et quand ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est important pour leur santé dans un smartphone et qu'on leur a bien expliqué, hein, donc il y a toute la question des prestations de services justement qui est accrochée à ça, et ben finalement, nous, on a la preuve, hein, on le voit bien dans les dossiers qui arrivent, que tout se passe bien. Si la personne ne peut pas par elle-même, parce que c'est un enfant, parce que c'est une personne qui est en situation de handicap cognitif ou autre, peu importe, et qu'il y a un aidant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse, et ça pose aucun problème. Alors l'aidant, est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est un membre de la famille? Pas un problème. Le tout, c'est que l'application soit utilisée. Donc je comprends Hubert qu'il est quelle heure il est là? Il est 12h02. On est au bout? Il est midi On est au Voilà, deux, bout. on a écoutez, on a donc fait le timing. je suggère, On a fait le tour des qu'on questions. arrête. Alors, je pense qu'on n'a pas fait tout le tour des questions, probablement pas, parce qu'il y en a 143. Donc je vois pas avoir répondu à 143 réponses, hein, avec vous 2. Ce qui prouve bien une chose, c'est que s'il y a 143 questions, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Ça veut dire que simplement ces dispositifs nouveaux interpellent énormément. Ce qui est à espérer, c'est que dans les mois futurs, les choses se stabilisent et que tout le monde comprenne, sous réserve que ça change pas tous les 4 matins, parce que sinon, ça va être encore plus compliqué. Voilà. Vous pouvez compter sur les équipes de l'HAS, qui sont dirigées par monsieur, Galmiche et madame Collignon, pour avoir, toutes les réponses lors de cadres alors adaptés à vos, dispositifs, dans le cadre de rencontres précoces ou, de rencontres, pré-dépôt. Bien évidemment, aucun membre de la CNEDIPS n'a le droit, d'assister à ces réunions. Voilà. Donc en tout cas, un grand merci. Alors d'abord, bien sûr, un sourire aux équipes qui ont organisé ce webinaire. Bravo et merci. Ça a permis, je crois qu'on était plus d'1 millier à être connectés. Et un grand merci à vous tous qui êtes passionnés par ce sujet et qui faites avancer le système de santé avec vos dispositifs. Donc voilà, donc des fois on a l'impression que ça va qu'à un cas et on voudrait que les choses aillent beaucoup plus vite, nous y compris bien sûr. Mais quand même, il y a de très belles choses qui sont réalisées dans le système de santé français. Et donc il faut quand même voilà, le reconnaître et puis s'emparer de ces dispositifs et on est à votre disposition. Merci à tous d'avoir assisté et on va essayer de répondre peut-être encore, je ne sais pas si on peut dans la plateforme, de répondre encore aux questions de manière très lapidaire, mais de répondre comme ça et comme ça après ce sera partagé. Nous allons faire du coup un système de questions-réponses pour les questions La question, ouais. qu'on n'aurait pas traitées Resterait. et on laissera juste de côté les questions qui concernent, les tarifications et qui sont pas à notre main, mais on va essayer de répondre à un maximum de questions, en post-webinaire, par écrit. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous, tous. hein, et comme c'est quand même l'heure du déjeuner, bon appétit à tous. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.